Ok. Bonjour à tous, bienvenue et merci pour votre présence. Je m'appelle Paul, je fais partie de l'équipe de The Design Crew et on se retrouve aujourd'hui pour notre live numéro 2 qui est intitulé Product Designer, métier star de demain. L'objectif, ça va être de vous partager les projections et les tendances pour le métier de Product Designer que l'on peut à la fois identifier mais également pressentir pour les années à venir. Ce live, c'est aussi l'occasion pour nous de vous introduire nos 2 modules de formation qui ont été justement pensés et créés par The Design Crew pour répondre aux besoins métiers de demain. On a fait à la fois une formation advanced qui est destinée aux designers, PO et PM déjà en poste pour leur permettre de monter en compétences rapidement aux côtés de mentors expérimentés venant de boîtes comme Alan, Conto, Doctolib, etc. D'un autre côté, on a la formation Bootcamp qui, elle, verra le jour en janvier prochain et elle est destinée aux néophytes et aux personnes souhaitant se professionnaliser ou même parfois se reconvertir. En quelques mots, le Bootcamp, c'est 8 semaines de formation intensive, 3 projets concrets pour construire votre portfolio et un accompagnement individuel pour vous aider à démarrer votre carrière en tant que product designer. Revenons du coup sur la thématique du jour. Pour ce deuxième live, on est ravi d'accueillir Benoît Drouillat, qui est Head of Design chez WooDrive et fondateur de Designer Interactif. Et de l'autre côté, ce sera à nouveau Julien Pelletier, qui est Head of Product Design chez Itch, qui nous fera le plaisir d'animer ce live. Comme certains nous l'ont demandé, on va essayer de réduire de 5 minutes cette présentation pour vous permettre de suivre l'allocution du président à 20 h. Du coup, on va faire 40 minutes d'entretien et 15 minutes de Q&A. N'hésitez pas, il y a un chat sur la droite pour poser toutes vos questions et du coup, on y reviendra à la fin. Julien, je te laisse la parole. Bon live à tous et à tout à l'heure. Merci. Donc, bonsoir Benoît. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux, avant qu'on rentre dans le sujet, te présenter aux gens de ce live, alors autant ce que tu fais chez WooDrive que ce que tu fais sur Designer Interactif. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Alors, pour résumer une vingtaine d'années de parcours dans le design, c'est assez simple, hein, c'est à peu près 11 ans d'agence, 7 années de freelance, 10 années d'enseignement. Depuis 3 ans maintenant chez WooDrive, donc j'ai basculé, j'ai fait mon basculement dans le produit il y a 3 ans bientôt. Pour vous raconter un petit peu très rapidement ce que fait WooDrive. Donc WooDrive, c'est un éditeur de logiciels qui est assez diversifié puisque on fait aussi bien des solutions de collaboration, de partage de fichiers, de digital asset management, de sauvegarde de données, de signature électronique, d'identité numérique. Donc tout ça, ça donne, je dirais, du point de vue de l'équipe design, des refontes assez ambitieuses. Hein. Nous, on est relativement standard équipe dans le sens où c'est souvent les équipes de design dans ce type de structure entre 5 et 10 designers, et nous, on est une équipe de 5 designers. Donc, WooDrive, c'est une culture qui est fortement axée quand même sur l'ingénierie et sur la vente, hein, ce qu'on appelle les sales chez nous. Quand on a démarré cette équipe il y a 3 ans, il y avait une assez faible culture design dans l'entreprise. Donc, il a fallu vraiment tout construire. Et la mission de départ, c'était un peu celle-ci. C'était à la fois structurer l'expertise, monter une équipe et puis lancer différents chantiers. Et c'est assez intéressant de pouvoir ce soir discuter ensemble puisque ça permet aussi de prendre un petit peu le recul sur toutes ces pratiques et puis de se recontextualiser un petit peu dans le métier du product design. Super. Avant qu'on commence et qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que dans le chat, vous pourriez indiquer quelle est votre profession, qu'on voit un petit peu à qui on a affaire ce soir? Product design. Pareil, UX designer. Product consultant digital, UX designer. Pas mal de designers en fait. Consultant social media manager, des gens qui ne sont pas du design. Gérant et DA d'agence. Consultant, etc., manager pédagogique. Ok, cool. Donc, nous, on est là pour parler un petit peu des perspectives que vont offrir la profession de product designer. Mais avant, on va s'attarder un petit peu sur l'état du
marché de l'écosystème du product design en France actuellement. Et d'ailleurs, à ce propos-là, tu as lancé la semaine dernière ou il y a 2 semaines une petite étude pour essayer de comprendre un petit peu ça et les tendances. Est-ce que tu peux nous présenter qui sont les product designers aujourd'hui en France qui font ce métier-là? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai saisi un petit peu l'opportunité de ce live aujourd'hui pour pouvoir faire une enquête assez courte, hein, parce que d'habitude nos formats d'enquête sont plus un peu plus complexes. Alors, on a quand même eu la chance d'avoir à peu près 300 designers, 301 designers exactement, qui ont répondu à l'enquête dans ce laps de temps très court, parce que d'habitude elle court sur des temps plus longs. Et cette enquête, en fait, moi je voulais qu'elle nous permette un petit peu de balayer, de balayer le sujet et de faire un petit état des lieux aujourd'hui en France. Qu'est-ce que ça représente finalement ce métier de product designer? Parce que c'est un métier finalement qui a émergé il y a, allez, on va dire 3-4 ans. Même si je pense qu'il y avait des product designers avant, mais on en parlait relativement peu. Les années 2010, ça a été ça a été les années de l'UX design. Aujourd'hui, je pense que cette page, je suis désolé pour certains, mais on est un peu en train de la tourner parce que les enjeux changent. Je pense que c'est comme un effet un peu de dézoom et que le product design va nous apporter un sens de l'expertise qui est plus large en fait que l'UX design qui porte je pense beaucoup de restrictions. Et d'ailleurs ça se traduit un petit peu dans l'enquête, hein. Donc juste pour donner les principaux repères sans être trop long ni trop systématique dans la présentation, ce qu'on voit c'est que contrairement à ce qu'on pensait dans les débuts de l'enquête, j'avais donné quelques chiffres sur Twitter. La place des femmes est à peu près équivalente à celle qu'on a dans l'étude globale sur le design numérique. Donc il n'y a pas moins de femmes qui sont product designers que de femmes qui sont UX designers ou d'autres métiers du design numérique. Malgré tout, on est encore loin d'atteindre une bonne parité puisque les femmes ne représentent que 39%. Voilà. On a mis autre parce que on s'est aperçu dans le formulaire que bon, il n'était pas toujours, nos formulaires d'enquête n'étaient pas toujours très inclusifs. Donc autre, c'est pour toutes les personnes en fait qui ne s'identifient pas comme hommes ou femmes ou qui peuvent être trans. Voilà. Donc cette parité, voilà, elle n'est pas encore effective sur le métier. Alors, on voit les choses changer malgré tout parce que si on regarde sur les bancs des écoles de design, les femmes sont maintenant au moins, je dirais, à nombre égal avec les hommes et même parfois, je crois, dans certaines formations, elles commencent à être plus nombreuses. Donc ça, c'est un phénomène qu'on commence à voir progressivement depuis quelques années, et je pense que ça change beaucoup. Je crois que c'est pas un métier technique, hein, le design, parce que souvent les métiers perçus comme un petit peu techniques, il y a moins de femmes, et je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir voilà, de pouvoir rééquilibrer un petit peu dans ce sens, mais c'est pas encore totalement gagné. Ensuite, en termes d'expérience, les product designers, ce sont quand même des designers qui sont assez seniors, 44% d'entre eux là dans l'enquête. Alors nous on a des définitions d'ailleurs assez restrictives de ce que c'est un senior, un junior, un confirmé. Je sais que dans certaines structures, hein, on considère qu'on est senior avant 10 ans d'expérience. Donc c'est pour vous montrer un petit peu aussi la marche qui est assez haute en termes de niveau d'expérience.
les plus de 10 ans d'expérience, c'est déjà 44%, et 4 à 10%, ça fait encore 40% de plus. Voilà. Donc c'est un métier où, en tout cas dans l'enquête, on a moins de juniors et de jeunes diplômés qui sont représentés. Voilà, parce qu'il y a souvent des gens avec déjà de l'expérience qui ont pu peut-être évoluer vers cette compétence. N'hésite pas, hein, Julien, si tu veux réagir au fil de l'eau. En termes de répartition géographique, c'est toujours évidemment un métier très centralisé hein, dans l'Île-de-France, dans la capitale. 67%, là aussi, c'est assez équivalent de ce que l'on voit ailleurs. Pour autant, moi, j'aime toujours souligner que maintenant, on peut faire carrière en région parce que il y a des startups, il y a des PME, il y a des grandes entreprises aussi dans les régions qui sont intéressantes. D'ailleurs, je suis sûr que parmi vous ce soir dans le live, il y a des gens qui n'habitent pas Paris et qui ont fait un choix, je dirais, probablement de qualité de vie et de qualité d'environnement de travail différent de ce que l'on peut trouver à Paris. Et c'est une très bonne chose que ce soit moins centralisé aussi. D'ailleurs, pour rebondir un petit peu sur ce point-là, c'est que ça va un peu dans le sens de l'histoire, entre guillemets, c'est qu'il y a de plus en plus de boîtes s'ouvrir au travail, au télétravail, etc. Je sais que Alan, par exemple, ils avaient déjà une culture de l'écrit assez forte, etc. Et ils se sont ouverts à pouvoir permettre à chacun de leurs employés de travailler d'où ils voulaient. Alors, il y a des gens qui ont déménagé à Bordeaux, par exemple. Chez Hitch, c'est pareil. On est depuis le début conçu, designé pour pouvoir fonctionner à distance. Et là, quand on voit, en fait, comme à quel point le télétravail est encouragé, je me dis qu'on va aller un petit peu plus dans une répartition géographique des designers. Ouais, tu fais bien de le souligner, Julien, parce que c'est vrai que j'allais l'oublier, mais maintenant, on peut exercer son métier de product designer à peu près de partout, hein. Moi, je vois, c'est pas seulement une tendance. Quand je vois, par exemple, chez WooDrive, la façon dont ça a pu basculer, aujourd'hui, on est présent au bureau seulement une à deux fois par semaine et ça fonctionne très bien de cette manière. Moi, ça n'a pas désorganisé mon équipe. Même, je trouve qu'on a plutôt mieux travaillé qu'avant parce que on est souvent moins interrompu. Et donc, ces nouveaux modes de travail aussi, je pense, vont un peu essentiellement changer la manière dont on habite quelque part qui ne sera pas forcément le lieu où on travaille. Donc ça, je trouve ça très bien. Et d'ailleurs, chez Hitch, pour un point de détail là-dessus, c'est que on est quand même sur des métiers qui nécessitent de rencontrer des utilisateurs fréquemment. Et en fait, on a ouvert justement le remote, le télétravail, aux gens, aux designers et aux gens de l'équipe produit, uniquement dans des villes où où on opère et où on est capable d'aller rencontrer des utilisateurs. C'est pour ça que dans mon équipe, il y a une personne à Lyon et historiquement, il y en a une autre, etc. Mais voilà, on peut aussi donner des limitations par rapport à ça tout en étant un peu plus flexible sur le lieu de travail finalement. Je pense voilà que le product design, en tout cas, c'est un métier qui est très agile et c'est pas simplement une formule parce que on développe aussi dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre actuellement des stratégies pour pouvoir rencontrer les utilisateurs autrement des fois qu'en présentiel. Moi, je sais que par exemple chez WooDrive, on va se mettre aussi à la recherche utilisateur à distance et il y a des formats qui peuvent fonctionner. Après, on a regardé aussi dans quel type de structure exercent les product designers. Et là, il y a pas forcément une énorme surprise. C'est essentiellement le trio grand groupe, start-up, agence. Start-up évidemment, c'est très logique. Hein. Ce qui peut-être va vous surprendre un petit peu plus, c'est le fait qu'on puisse trouver des product designers en agence. Toute la dimension conseil, en fait, sur le product design commence à se développer pas mal. Moi, je sais que, par exemple, chez WooDrive, alors on fait pas appel à des product designers
je dirais, qui intègrent l'équipe de manière temporaire en tant que consultant ou ce type de choses. Mais c'est des choses qui sont déjà, je pense, bien ancrées sur les métiers du product management. Donc, on voit aussi que certaines structures ont développé des offres en product design. Donc, voilà, c'est un petit peu, je dirais, peut-être la nouveauté dans la structuration des débouchés d'emploi qu'on peut trouver actuellement. Et puis, grand groupe, ça peut paraître prendre aussi beaucoup d'importance, mais c'est vrai que beaucoup de grands groupes, beaucoup de grandes sociétés françaises ou européennes se sont mises à l'agilité et que je pense que ça porte aussi dans son sillage des pratiques nouvelles et le product design fait sans doute partie aussi de ces nouvelles pratiques que s'approprient les grands groupes. On l'avait vu déjà pas mal sur l'étude globale des métiers du design numérique. Il y a un fort mouvement d'internalisation en fait des compétences de design. Donc c'est vrai, il n'y a pas de raison pour que le product design ne fasse pas partie aussi des métiers qui sont maintenant embarqués dans les grandes structures. Donc ça, c'est pour le marché. Il y a très peu d'indépendants, hein, au passage, vous l'aurez vu, hein, c'est à peine c'est 3% là dans l'enquête qu'on vient de mener. On a regardé aussi quelles étaient la répartition des expertises, parce qu'on s'est dit dans l'enquête, il y aura peut-être pas que des product designers qui vont répondre. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est un découpage très net en fait entre le product design qui est majoritaire, hein, avec 32%, mais aussi les métiers de management qui représentent déjà 23%. Moi, j'ai trouvé ça énorme. Et ça, pour moi, c'est une tendance assez marquante, c'est que dans les métiers du design, en particulier product design, on voit émerger. Bon, ça c'est toujours aussi fonction de la taille des équipes. Hein, on voit émerger des rôles de management, voilà, qui sont de plus en plus présents, ce qui n'était pas le cas encore, je pense, il y a 5-6 ans. Et puis en troisième position, UX design avec 17%. UX UI avec 16%, hein, donc on voit toujours je dirais à la fois la complémentarité et le côté généraliste de ces compétences design qui l'emportent. Hein. Moi, j'avais prévu d'ailleurs que les années 2020, ça serait la fin des années où on était dans l'ultra spécialisation et qu'on allait revenir vers des profils de designers plus généralistes. Et je pense que l'émergence du product design et de l'UX UI designer participe vraiment de ce mouvement. Voilà. Et les gens spécialisés en UI design aussi deviennent vraiment minoritaires avec 8%. Et puis on a autres 4%. Donc ça, c'est d'autres expertises qui ont répondu. Alors, la perception globale des compétences de design dans les entreprises. Ça, c'est un autre volet qui est très intéressant. Vous voyez, on a 46% quand même des répondants qui considèrent que le design est moyennement valorisé dans leur structure. Fortement valorisé, c'est quand même encourageant, c'est 34%. Faiblement valorisé, c'est 17%. Pas valorisé du tout, c'est minime, hein, c'est 3%. Et d'autres qui ne se prononcent pas, je pense que c'est 1%. C'est un sentiment à la fois un petit peu contrasté, mais moi je suis plus peut-être propice à voir la bouteille à moitié pleine. Et à mon sens, il y a toute une mentalité qui est en train d'évoluer, une perception des métiers du design qui évolue très fortement dans les entreprises. Je pense que c'est un travail de fond. Je ne sais pas si tu confirmes, toi, Julien, qui travaille. Voilà. C'est ce que j'allais te lancer. J'allais te lancer sur ce sujet-là. Ça fait longtemps que tu es dans le design et à une époque, il y avait pas mal d'articles autour de le design devrait avoir
sa place à la table des discussions où les discussions se font, où les décisions se prennent, etc. Et pas mal de designers et de pôle design réclamaient plus de responsabilité et pas être vu uniquement comme on est là pour mettre un beau coup de peinture sur des interfaces. J'ai l'impression que ça change dans les startups. Je sais pas. Alors moi, mon expérience et mon réseau et les personnes que je connais, c'est essentiellement dans les startups. J'ai l'impression que ça change un petit peu. On est peut-être un peu plus compris. Et les gens ont un peu plus conscience de ce que c'est que le product design. Est-ce que toi, tu as l'impression que ça évolue dans les autres domaines, dans les autres branches Moi, j'ai l'impression, oui, que ça évolue fortement parce que le product designer est plus proche du business. Je pense qu'il s'est rapproché beaucoup des fonctions business. Je vois à titre personnel aussi chez Woodrive sur les équipes commerciales desquelles on est beaucoup plus proche. Là, on avait encore des échanges cet après-midi justement avec la nouvelle version d'un produit. Et c'est vrai qu'on se sent à la fois plus impliqué dans le business et on pense aussi que peut-être l'impact du design sur le business va être plus fort. Et c'est pour ça que la valorisation, la perception de la valorisation là dans l'enquête a l'air de suivre un petit peu ce mouvement. Pour moi, c'est assez essentiel et d'ailleurs, je trouve que c'est un très bon signe que les designers se sentent concernés par ce que ça vaut en fait vraiment l'intervention du design dans une entreprise. Parce que ça, pour moi, c'est un signe de maturité. Ok, je te laisse continuer. Du coup, il y a plusieurs signaux aussi qui vont dans ce sens-là. Alors après, on avait plusieurs affirmations pour, d'une certaine manière, positionner le rôle du design dans les entreprises et on a interrogé les gens sur ça. C'est-à-dire, est-ce que pour vous, le design, ça intervient à toutes les étapes de conception des produits et des services? Est-ce que ça intervient dans le processus de l'innovation? Est-ce que votre stratégie d'entreprise intègre une stratégie de design? Est-ce que c'est une compétence qui est plutôt utilisée en fin de process d'innovation? Ou est-ce que le design est utilisé de manière ponctuelle et limitée? Eh bien, bonne nouvelle, la dernière affirmation est mise un peu en minorité par les autres affirmations. Alors, on pouvait, je crois, on pouvait cocher jusqu'à trois affirmations dans l'enquête. C'est pour ça que la somme ne donne pas 100%. Et ce qu'on voit quand même, c'est que on a une perception du design, on a une description du design chez les professionnels qui correspond plutôt à une pratique assez globale qui intervient, je dirais, de manière assez complète finalement sur les projets. Il y a un lien évidemment, il y a une articulation avec l'innovation. C'est quand même 29% des gens qui ont coché cette affirmation. Et puis, dans une moindre mesure, mais moi je le sens très fortement monter dans ma structure et dans d'autres structures, il y a aussi l'idée que le design, c'est une activité qui peut être stratégique et qui peut, à ce titre, participer vraiment de la stratégie d'entreprise. Je sais pas, toi, Julien, si dans les structures que tu connais, qu'elles soient start-up ou autres, tu vois monter cet enjeu un peu stratégique sur l'intervention du design. On y viendra tout à l'heure. Je pense que ça va dans ce sens-là, effectivement. Tout à l'heure, en fin de discussion, on abordera un petit peu ce qui arrive en fait sur la décennie à venir, là, essayer de se projeter un petit peu et voir à quel point le design pourrait être important. Mais je vois de plus en plus de boîtes qui sont différenciantes de par leur design en fait, où la valeur ajoutée c'est le design et l'expérience utilisateur. Donc je pense que ouais, ça va vraiment dans ce sens-là dans le milieu que je connais moi. C'est vrai. C'est le message généralement qu'on essaie de faire passer à notre top management et c'est, je pense, un message qui porte de plus en plus. Voilà. Ensuite, sur la perception du design dans les entreprises, alors pareil, on avait différentes affirmations et là, il y a encore une démarcation plus nette, c'est que pour les personnes qui ont participé à l'enquête,
le design augmente la satisfaction client, plus qu'il ne différencie les produits et les services, plus qu'il améliore la compétitivité. Bien sûr, il fait tout ça, hein, mais il y a un fort accent quand même qui est placé sur la satisfaction client. Et ça, je pense que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur notre plus grande proximité avec le business. J'accélère un petit peu parce que je vois que l'heure tourne. On a regardé aussi les niveaux de rémunération. Alors ça, c'est toujours une info qui vous intéresse tous de manière assez globale. Alors vous savez que nous, on procède par fourchette et on essaie de montrer un petit peu la répartition en fait des réponses par fourchette. Donc on a découpé de la manière suivante, hein, il y a les juniors, les confirmés et les seniors. Et donc vous voyez que les fourchettes de rémunération, bon, elles sont un peu larges, hein, nos fourchettes, parce que parfois c'est un petit peu compliqué, je dirais, de donner un chiffre exact pour un designer junior. Ça dépend beaucoup, évidemment, du niveau des échelles de compétences. Ça dépend beaucoup du contexte, hein. Je rappelle qu'une rémunération, c'est toujours contextuel en fonction de, par exemple, si on travaille dans une start-up, si on travaille dans un grand groupe, si on travaille dans une PME. Voilà, il y a énormément de facteurs en fait qui rentrent en ligne de compte pour une rémunération. Et donc voilà, on voit que les juniors, ce qui émerge, c'est que c'est quelque chose qui est généralement compris entre 35 et 44,9 kg annuels. Alors, je précise tout de suite qu'on n'a pas demandé aux gens s'ils avaient une part variable dans leur rémunération. Donc, on a considéré que c'était la rémunération globale, hein, du coup. Pour les confirmer, on va se situer, alors c'est un petit peu plus étalé, comme vous voyez, on va se situer dans des fourchettes qui sont plus de l'ordre de 45 à 54,9 kg annuels bruts. Ce qu'il faut voir, ce qu'on avait constaté sur les métiers de design numérique, c'est que il y avait un petit peu un phénomène, je dirais, de rattrapage entre les designers juniors et les designers confirmés. C'est-à-dire que les juniors commençaient à être payés à peu près au même niveau de salaire que des gens parfois confirmés. C'est le marché un peu qui a voulu ça ces dernières années. Je ne suis pas sûr que c'est un phénomène qui va continuer avec la situation qu'on est en train de vivre actuellement. Mais au-delà même de la crise financière, je pense que le marché aussi va se réguler un petit peu sur les rémunérations. C'est vrai que parfois pour des designers juniors, on a vu des rémunérations assez hautes et c'était un phénomène qui était lié aussi aux tensions qu'on a sur le marché par rapport à certaines compétences. Et donc, il s'est recruté, c'est vrai, beaucoup de designers ces 3-4 dernières années. Et je pense que c'est un phénomène aussi qui a accéléré voilà, la montée des rémunérations. Pour ce qui est des seniors, on voit une diversité de situations, c'est-à-dire des gens qui ont l'air à la fois dans des fourchettes qui semblent plutôt assez basses, et on voit aussi émerger d'assez hauts niveaux de rémunération. Hein. Ce que j'appellerais d'assez haut niveau de rémunération, c'est toutes les personnes qui vont se situer dans des fourchettes qui sont au-dessus de 80 kg. Hein. Donc tout ça, là, si on cumule, si on additionne, ça fait à peu près 18% quand même chez les seniors. Qui ont ce niveau de rémunération supérieur à 80 KE, on ne voyait pas, ou assez rarement, un nombre aussi important de gens aussi bien payés. Voilà, pour dire les choses de manière directe. Et ça, je pense que ça reflète aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur l'apparition d'une fonction de management qui est plus forte en fait dans les entreprises sur le design. Voilà. Donc, en 2 mots, alors j'ai deux remarques sur ce point-là, sur le point des salaires en fait justement. Le premier, c'est qu'il y a pas mal de gens dans le chat qui sont intéressés pour savoir si tu avais fait, alors je suis pas sûr que tu l'aies fait, mais peut-être qu'on pourra
creuser un petit peu plus la répartition homme-femme sur ces métiers-là. Je crois qu'il y avait un slide après. Voilà, oui. On voit malheureusement les écarts de salaire qui se manifestent, vous voyez, par une répartition des hommes dans les fourchettes, on va dire, plutôt hautes, et les femmes dans les fourchettes plutôt moyennes. Hein. Donc là, c'est global, indépendamment de l'expérience. Hein. Voilà. Donc ça donne un aperçu, je pense, assez explicite, voilà, des écarts qu'on constate toujours. Voilà. Je crois qu'à un moment donné, on avait mesuré que les écarts sur les métiers du design, ils pouvaient atteindre, oui, quelque chose comme 20% en fait, sur des rémunérations, évidemment à compétences égales. Hein. Je précise toujours parce que c'est donc il y a encore beaucoup de progrès à faire de ce côté. Voilà. En effet. Vas-y, je te laisse continuer sur les évolutions et les rôles de manager. Sur les rôles de management, voilà. Ce qu'on voit apparaître, hein, c'est beaucoup de lead designer. Alors évidemment, pour qu'il y ait une fonction de lead designer, normalement, c'est aussi une fonction de management, hein, lead designer. Donc, il faut une équipe suffisamment étoffée. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même beaucoup de structures pour lesquelles ça n'est pas encore envisagé d'avoir un rôle de management dans l'équipe design. Mais on voit aussi que 29,6% ont quand même un design manager ou un design director. Pour une petite minorité de 11,3%, c'est quand même envisagé prochainement. Et pour une toute petite minorité de 5,6%, ils ont un peu le Saint Graal qui est le VP Design. Voilà. C'est un peu ce qui est reflété. Alors moi, je le vois comme un signe quand même très encourageant, c'est-à-dire qu'il y a une vraie appétence quand même pour ces fonctions de management. Et comme la profession grandit et commence à atteindre un certain niveau de maturité, aussi avec des gens qui ont cumulé beaucoup d'expérience, c'est bien de se dire que il peut y avoir des perspectives d'évolution pour les gens. Voilà. Chose que nous n'avions pas avant. Hein. Il n'y avait pas de vieux designers hein, dans le métier. Hein. Je me souviens, il y a une dizaine d'années d'ailleurs, d'une passe d'armes dans une table ronde avec une agence dont je tairai le nom qui disait que quand Jean était trop vieux, il est jeté, il est licencié. Voilà. Aujourd'hui, bien, fort heureusement, il y a de la place pour les gens qui ont plus d'expérience dans les équipes de design. Et d'ailleurs, ils ne sont pas condamnés seulement à manager. Hein. Ils peuvent faire aussi bien d'autres choses que du management. On a regardé aussi s'il manquait à court terme des compétences de product design. Là, je dis bien vraiment cette fois-ci de product design. Donc, 54% nous ont répondu oui. Donc, il y a une appétence déjà pour le product design qui est très marquée. Non, c'est seulement 32% et je ne sais pas 14%. Voilà. Donc ça reflète aussi, je pense, un état. On a demandé aussi aux personnes si dans leur équipe ils avaient recruté des compétences liées au product design cette année. Quand même 48% ont répondu oui, 47% non. Alors ça, après, ça peut très bien être d'autres compétences de design hein, qui sont pas du product design, et 5% ne savaient pas. Voilà. Donc là, moi aussi, je le vois plutôt comme un chiffre assez encourageant. On a regardé les perspectives aussi parce que on aimerait savoir ce qui va se passer en 2021. Donc là, c'est plus contrasté. Je pense que c'est aussi un petit peu le reflet de la situation actuelle et des incertitudes de l'économie. 34% nous ont répondu que non, ils n'avaient pas prévu pour l'instant de recruter en 2021 des product designers. 21%, donc c'est quand même une part importante. Là, si on voit le découpage, on dit peut-être. Je ne sais pas, 18%. Plusieurs product designers, il y en avait 16% qui étaient sûrs, et un product designer, il y avait 11%. Voilà.
Donc, c'est un petit peu mitigé. Mais je pense que c'est plus là pour refléter les incertitudes actuelles. Voilà un petit peu l'enquête, pardon, ça a pris un petit peu de temps. On a un peu le panorama, on a un petit peu je dirais la big picture du marché actuel. Donc moi, je pense que bien sûr, si vous envisagez une reconversion, product designer, c'est tout à fait un métier dans lequel il y a beaucoup de choses à faire et je pense pour lequel les voyants sont quand même au vert, hein, il y a de bonnes perspectives. Et alors justement, il était question, tout à l'heure j'ai abordé un peu le sujet, mais il était question de parler un petit peu de la décennie à venir, entre guillemets, et que j'ai le sentiment que par rapport à il y a 10 ans, il nous faut aujourd'hui moins de développeurs pour réaliser la même chose qu'il y a 10 ans. Et que potentiellement, la différenciation pour les boîtes se fera au niveau de leur expérience utilisateur. Est-ce que pour toi, tu commences à entrevoir ça dans ton métier et des contacts que tu as avec Designer Interactif? Alors oui, les équipes de design grossissent. On voit, c'est vrai, de plus en plus fréquemment des équipes de design dans lesquelles on va trouver plus de 10 designers. Ça reste quand même encore aujourd'hui un petit peu minoritaire parce que je pense qu'il faut aussi il faut du temps pour que ça s'installe. Et on n'a pas les mêmes ratios, par exemple en Europe ou en France, que les ratios designer-développeur qu'on peut trouver aux États-Unis. Je pense qu'il y a aussi probablement pour expliquer ça des différences culturelles qui sont très très fortes. J'ai une autre chose en tête, c'est que là pendant la crise sanitaire, ils avaient regardé sur TechCrunch quelles étaient les fonctions dans la tech aux États-Unis qui étaient le plus licenciés quand il y avait quand il y avait des problèmes, voilà. Et il se trouve que les designers ne représentaient que 5% en fait des gens qui étaient licenciés. Le reste, en fait, c'était essentiellement des commerciaux, des marketeurs et des développeurs. Voilà. Par contre, on garde les designers. Donc, voilà, je pense qu'il y a il y a quand même un certain basculement qui est en train de s'opérer par rapport à cette question. Ça se fait pas dans l'instantanéité. Je pense que, voilà, comme tu dis, c'est par rapport à il y a 10 ans. Et je pense qu'il faut encore se projeter sur quelques années avant d'avoir des équipes qui vont être encore plus fréquemment étoffées qu'elles le sont aujourd'hui. Je pense qu'il faut encore un petit peu convaincre là-dessus. Et ça prendra encore un petit peu de temps. Il y a d'autres signaux aussi. Moi, j'ai l'impression alors j'ai beaucoup l'impression de beaucoup de choses, mais qu'il y a de plus en plus de startups et qu'il n'y a jamais eu autant de startups en France avec tous ces incubateurs qui poussent comme des champignons, ou alors Station F, ou alors des initiatives comme The Family. Et mécaniquement, ça va engendrer plus de startups qui vont réussir et peut-être chercher leur premier designer. Et parmi ces startups qui ont recruté un premier designer, certaines vont grossir, qui vont monter une équipe, donc plus de recrutement et donc derrière plus de management également à pourvoir sur ces équipes design. Oui, tout à fait. Je rejoins totalement ça. Alors, c'est vrai qu'au début, les startups avaient je dirais une certaine ambiguïté vis-à-vis du recrutement de designers parce que c'est parfois des compétences qui peuvent être assez chères. Et quand on est, je dirais, un petit peu au début de l'aventure, ça peut être quelquefois un peu compliqué, je dirais, à prioriser dans les budgets. Mais comme on voit aussi grossir de plus en plus les startups, il y a de plus en plus de structures voilà, où on va trouver 200, 300 collaborateurs. Je pense que proportionnellement aussi, voilà, du coup, les recrutements en design suivent. Et c'est une très bonne chose. Mmh. Ok. Avant qu'on passe aux questions, il y a des questions plein dans le chat et on va essayer de répondre à la majorité. Est-ce qu'il y a quelque chose que je t'ai pas demandé et dont tu aimerais parler? Ben, je crois on a balayé pas mal d'aspects. Alors c'est toujours difficile
je pense d'être exhaustif. Hein. Moi, peut-être un peu en conclusion de ça, avant de passer aux questions. Moi, je suis convaincu que les années 2020, ça va être les années du product design, hein, comme les années 2010 ont été les années de l'UX design. Je pense néanmoins que c'est plus fait pour rester que l'UX design, parce que on va retrouver, à mon sens, dans le product design, on va peut-être être plus en phase avec la vraie identité professionnelle du designer. C'est-à-dire que c'est dans le sens où le product design, c'est un vrai métier de création, c'est un vrai métier de designer généraliste au sens noble du terme. Et que les effets de surspécialisation qu'on pouvait voir dans les années 2010 avec tous les excès de gens qui portaient des titres pas possibles, tout ça va commencer à être gommé, et on va pouvoir être fier d'avoir, je dirais oui, un spectre, un éventail de compétences plus large. Et comme dit Pascal, il vaut mieux savoir un petit peu de tout que très peu sur très peu de choses. Super, merci pour tout ce résumé d'études et cette discussion. Je vous invite à upvoter, à mettre des petites flèches sur les questions que vous trouvez importantes. Et on a déjà pas mal, et on va les prendre dans l'ordre, en fait, tout simplement. Il y a une question qui demanderait une bonne définition pour distinguer UX, UI et Product Designer, selon toi, Benoît. Alors, UX, UI, je dirais, c'est un peu l'accumulation des compétences de l'UX et de l'UI design. Alors, c'est un peu tautologique ce que je viens de dire, mais c'est un profil, je pense que c'est pas les designers qui sont à l'origine de cet intitulé de métier. Je pense que c'est plus des recruteurs qui ne savent pas forcément très bien comment le positionner dans l'organisation. Ça, j'en ai discuté beaucoup avec des chasseurs de tête, puisque nous, on designer interactif, travaille beaucoup avec des recruteurs, et en particulier avec Aquent, avec qui on a fait ces dernières années les enquêtes sur l'emploi et les salaires. Et très souvent, UX, UX, ça veut dire qu'on a un petit peu hésité dans la définition des compétences. Voilà, je ne sais pas si vous partagez aussi ce constat, mais il y a un peu de ça. Mon point de vue, c'est que un product designer, on va lui donner énormément de responsabilités business. Et en fait, il va devoir, avec son scope, avec ses objectifs business, trouver les initiatives les plus pertinentes d'un point de vue utilisateur, celles qui auront le chance de convertir. Et derrière, c'est un métier assez holistique, où ils vont prendre toutes les facettes du métier de designer, donc s'occuper de la UX, de la recherche, de la UI, de la livraison du handover avec les développeurs, etc., mais qui commence par un scope business qu'on va leur donner, en fait, leur confier. C'est vrai, je suis un peu comme ça que il y a vraiment cette coloration business et le souci de l'impact que le design va produire sur les services voilà, qui sont vendus. Hein. Je dis services d'ailleurs un peu à dessein, parce que très souvent, l'approche produit, on considère que ce qu'on vend, nous par exemple chez Drive, c'est pas des produits, c'est des services, parce qu'il y a tout un ensemble de choses qui vont autour, comme du support, comme de l'accompagnement client, etc. C'était une parenthèse. Il y a Jennifer qui a posé une question à peu près similaire. J'espère qu'on a répondu un petit peu sous la même ombrelle de la même question posée précédemment. En termes d'objectifs, donc on a parlé un petit peu de business, on a parlé un petit peu de globalité, en fait, de toutes les facettes du métier de designer. Donc j'espère que ça répond également à ta question. Ensuite, on a une question qui nous demande un petit peu les rapports relationnels entre un product designer, product owner, product manager, et peut-être avoir une définition de chacun, ou de un peu comment se sépare le boulot entre les deux. Alors, c'est une question, je pense, qui est éminemment complexe, parce que il me semble qu'elle est très contextuelle aux organisations dans lesquelles on se trouve.
Moi, je peux parler de mon cas personnel, de notre cas personnel chez WooDrive, mais je ne suis pas sûr qu'il soit représentatif de toutes les structures. Parce que c'est très culturel aussi, ça dépend beaucoup de l'organisation. Et bon, nous, l'organisation qu'on a chez WooDrive, elle est très particulière, hein. Notre boîte existe depuis 20 ans, donc on n'est plus une start-up, on est plutôt une PME, enfin un éditeur logiciel. Et donc les relations entre product designer, product owner et product manager, nous on fait partie de l'équipe produit déjà, donc on a une certaine proximité avec les product managers. Les product managers travaillent vraiment sur les plans produits, sur la définition des OKR, mais en partenariat avec les product owners. Hein, vous savez, les OKR, ce sont ces fameux Objective Key Results qui sont très à la mode actuellement et qui permettent vraiment je dirais, d'objectiver un petit peu ce qu'on va faire dans le trimestre, sur quoi on va mettre l'accent, quels sont les objectifs voilà, qu'on s'est fixés. Donc, il y a toute une discussion, je dirais, qui se produit là-dessus. Et chez nous, les product designers sont aussi invités dans la discussion. Alors, ils pourraient l'être encore davantage parce que la structure n'est pas parfaite, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même un bon niveau de discussion entre les trois, quoi. Après, le product designer chez nous, il n'est pas dans des squads, il n'est pas dans des feature teams, parce qu'on est une équipe de design centralisée, ce qui est assez, je dirais, un peu à contre-courant du marché aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup plus de produits en fait à adresser que le nombre de designers qu'on a chez WooDrive. Donc, les product owners, ben, on se fixe des points assez réguliers. Je pense que c'est plus un travail du quotidien qui est fait avec le product designer pour regarder. C'est lui qui va créer les tâches du product designer. C'est difficile un peu de rentrer dans tous les détails en fait des relations entre ces trois rôles hein, dans la structure, parce qu'il y a énormément de dimensions à prendre en compte. Et qu'en plus, ces dimensions, je pense qu'il va y avoir plein de paramètres qui vont changer d'une structure à l'autre. Donc, j'essaye de répondre de manière la plus concise possible pour laisser encore un petit peu de temps à d'autres questions. C'est assez bien répondu. Je vais faire passer une question un petit peu en avant parce que c'est un thème que on n'a pas eu le temps d'aborder. C'est la montée en flèche des outils de no-code. Donc, c'est toutes ces méthodes un petit peu pour automatiser des choses, brancher des outils les uns avec les autres, etc. Est-ce que c'est une menace pour les développeurs et une opportunité pour les designers? Est-ce que on t'a perdu, je ne sais pas, Benoît, si tu es toujours avec nous? Oui, je suis là. Ok. Il y a ta vidéo qui est plus affichée, mais tu peux toujours répondre à cette question. Ah d'accord, bon, je dois avoir un problème de réseau. Alors, en ce qui concerne ces outils no-code, moi, je pense pas du tout que on va se passer des développeurs. On aura toujours énormément besoin de développeurs. J'en suis assez convaincu. De la même manière que le machine learning ne va pas non plus remplacer les designers. Je pense que ça participe un petit peu des mêmes combats. Et je pense qu'en tant que designer, on a besoin, nous, d'avoir une collaboration très étroite avec les développeurs parce que il y a des tas de choses en fait dans la conception qui se font de manière partagée entre les designers et les développeurs. Il y a énormément je pense, d'aller-retour. Il y a énormément aussi de travail, nous par exemple, qui est fait sur l'assurance qualité. Je vois difficilement en fait comment on pourrait faire notre travail d'assurance qualité, de design review, de code review, de suivi si on s'appuyait uniquement sur des outils automatisés. Je vais me permettre aussi d'apporter un brin de réponse à ça, parce que c'est un thème qui m'aide pas mal en ce moment. J'en ai parlé tout à l'heure, en fait, le fait qu'il y ait besoin de moins de développeurs aujourd'hui pour faire la même chose qu'il y a 10 ans,
Euh, avec AWS par exemple ou avec GitHub, il y a pas mal de, de, de création open source, de trucs à disponibilité des développeurs, etc. Alors je sais pas si c'est une menace pour les développeurs et j'ai pas creusé jusque là et c'est pas mon domaine, c'est pas mon spectre donc je sais pas trop. Mais par contre c'est fortement une opportunité pour les designers, je pense. Je connais une fille qui a lancé sa startup sans développeur, tout en no-code et en branchant des choses avec Zapier, etc., en automatisant un maximum de choses. Et c'est très lean dans l'approche, en fait, cette façon de faire, en fait. Parce que tu n'as pas besoin aujourd'hui, pour lancer quelque chose et tester un marché, tester une idée, d'avoir énormément de compétences tech. Tu peux brancher des trucs, voir si ça marche. Et là, après, tu feras l'investissement de recruter quelqu'un pour développer quelque chose de plus solide, de scalable, de Du maintenable, MVP, etc. en fait, c'est ça. Pardon? Pour du MVP, du coup. Du MVP, ouais. Pour faire un POC, tu as beaucoup moins besoin aujourd'hui de développeur qu'avant. Et par contre, ta différence, elle peut se faire sur le design, probablement. Donc, je crois que c'est effectivement une grosse opportunité pour les designers, mais que les développeurs, on en aura besoin pour créer des choses scalables, maintenables, etc. Pendant un petit bout de temps. Il y avait une question sur le service design et les différences avec le product design. Alors, j'ai pas bien entendu, Julien, ça bug un Pardon, peu. pardon, je disais, il y avait une question concernant les différences entre un service designer et un product designer. Ah oui, alors le service designer, c'est un designer dont on a beaucoup parlé dans le cadre de designer interactif, puisque on a fait dans le référentiel des métiers toute une description des compétences. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, le service designer qui, pour moi, oui, se différencie quand même pas mal du product designer parce que le service designer, alors, ce que m'ont dit vraiment les gens qui font le service design et qui l'ont implanté en France, je pense notamment à Mathieu Marino User Studio, ils disent c'est plus une sorte de chef d'orchestre, le service designer, qui va agencer un peu les compétences. Donc, il va faire travailler plusieurs compétences de design autour de lui. Et évidemment, dans la définition du service, il va avoir des livrables spécifiques que, par exemple, un product designer n'a pas. Hein. Il va travailler beaucoup sur des, sur des cartographies de l'expérience, ce type de choses. Et d'ailleurs, pour un service designer, il est un peu agnostique en termes de points de contact et de canaux. Il va devoir adresser potentiellement des canaux et des points de contact très différents. Alors qu'un product designer, je pense que c'est quand même un peu plus restreint parce que généralement pour product designer, on va dire, ça va être le web, iOS, Android, et puis éventuellement de l'application desktop avec Windows ou avec macOS. Voilà. Alors que le service designer, il va pouvoir avoir aussi bien son service, ça peut être une interaction humain-humain, ça peut être une brochure, ça peut être plein de points de contact différents. Voilà. Super. Merci beaucoup. Je suis désolé pour les personnes qui ont posé des questions. On n'arrivera pas à répondre à tout. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que je vais récupérer les questions qui ont été posées et non répondues. Et comme on va faire une retranscription et de faire un article à ça, essayer également d'apporter une petite réponse aux gens qui n'ont pas eu de réponse ce soir. Paul, je te repasse la main. Yes, bien sûr. Écoute, merci beaucoup Julien, merci beaucoup Benoît, c'était hyper enrichissant. J'espère que ça a pu que ça a plu à tout le monde présent ce soir et que ça aura pu du coup apporter les réponses à vos questions et également pouvoir vous projeter un petit peu sur le métier de product design pour les prochaines années. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à nous les renvoyer, que ce soit sur notre chat ou encore directement sur LinkedIn. Et si vous avez aussi des questions par rapport aux formations dont on parlait, formations advanced et bootcamp, n'hésitez pas à les télécharger, du coup, les programmes qui se trouvent sur thedesigncrew.co. Vous y trouverez, du coup, toutes les informations.
Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup. Et on se retrouve du coup lors du live numéro 3 dans quelques semaines. Passez une bonne soirée. À très vite.